Salut à tous et bienvenue dans ce presque live d'MX Réflexion. Malheureusement, on n'a pas une bonne connexion en Corrèze, donc voilà, on se retrouve quand même, comme d'habitude, tous les trois, mais ce coup-ci, on est en face, il n'y a pas besoin de montage, il n'y a pas besoin des talents de Blaise, notre producteur. Donc comment ça va Blaise déjà? On se retrouve, je tiens à le préciser, au Kenny Festival, on vient de passer la journée du samedi. Comment ça se passe pour toi? Ça va très bien, nous on a roulé, donc vraiment bonne journée, un bon samedi. Je pense que ça va être un bon week-end, il fait beau, tout est réuni pour vraiment passer un très très bon week-end moto. Donc content, et on a encore ce soir un invité de marque. Ouais, tout à fait, l'invité de marque, je pense qu'il est souvent dans l'ombre, il est le boss de JLFO, il a fait des millions, des milliards d'organisations. Jean-Luc Fouché, comment ça va Jean-Luc? Super, on est au calme là, donc ça fait du bien. Ouais, du calme justement sur une manifestation comme le Kenny Festival, est-ce que tu en as beaucoup? Du calme? Non, mais de toute façon, une fois que le bateau quitte le port, hein, je dis, une fois que le montage de l'événement est terminé, comme on le dit, hein, c'est Inch'Allah. C'est vrai que on a envie que tout s'emboîte bien. La première échéance importante, vous le savez tous, hein, c'est la météo. J'insiste toujours là-dessus parce qu'on sort de 3 éditions plutôt pluvieuses. Les gens ont déjà même oublié que l'année dernière, on n'avait pas pu rouler en motocross samedi matin. C'est tant mieux s'ils ne s'en souviennent plus. Là aujourd'hui. En termes d'organisation, quand il y a de la boue, parce que voilà, on passe souvent au pilote, c'est sûr, c'est plus galère de rouler dans la boue, tout ça, moins de plaisir, tout ça. Mais en organisation, c'est le calvaire aussi, je suppose. Oui, c'est pas agréable déjà. Il faut penser à tous les gens qui travaillent. On est 330 et quelques personnes à travailler sur le Kenny. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur, ne serait-ce que les commissaires, la Croix-Rouge, etc. Donc c'est jamais très simple d'évoluer sur une piste de motocross quand il pleut. On n'aime pas ça. La nouvelle génération de crossman n'aime pas beaucoup ça non plus. On n'est plus dans les motocross à papa. Par contre, sur le Kenny Festival, on a des randonneurs quad qui adorent ça. Alors on fait toujours des heureux et des moins, mais le randonneur moto, ça le gêne pas trop, mais il faut pas que ça tombe dans la grosse galère. Mais le quad, il aime bien. Le quad, il aime bien parce qu'ils roulent en groupe, ils aiment bien ils ont des trails, donc ils aiment bien se tirer, etc., les uns les autres. Donc ça fait partie de leur culture à eux. Mais bon, nous on a aussi besoin d'accueillir du public ici. Donc vous avez bien compris que quand il fait beau, il y a du monde. Quand il fait moins beau, on a moins de monde. Pas beaucoup moins de monde, mais on a moins de monde. C'est la particularité de l'événement. On sort de 3 éditions, comme je vous le disais, pluvieuses, et on a toujours eu quand même, toujours eu du public en nombre, ne serait-ce que pour déjà contenter aussi le salon. On a un salon qui réunit, bien sûr, vous avez compris, le salon il réunit le motocross. C'est j'allais dire, la liaison entre le motocross, le quad et puis la randonnée moto. Voilà. D'accord. Et justement, en termes de chiffres, ça représente quoi le Kenny Festival, on va dire au niveau des pilotes? Combien y a-t-il de pilotes? Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de pilotes en cross, en enduro? Voilà, pour justement, on était en train de dire avec Nico que c'est une ambiance familiale, mais qui arrive à être créée aussi par ce nombre de pilotes. Donc c'est plutôt sympa de rassembler sur un même événement des enduristes, des crossman, plusieurs sports mécaniques différents dans cette ambiance qui est vraiment agréable, je pense. Oui, il faut juste remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on a, avant que ça soit le Kenny, c'était le Oxbow, le Oxbow MX pendant 10 ans. Là, il y avait vraiment que du motocross. On a eu dès la première année, tout de suite, 500 pilotes. On avait des parrains conséquents. On avait des Jean-Michel Bayle, on avait des Jackie Vimon, on a eu après, bien sûr, les Yves de Maria, enfin tous les pilotes Oxbow de l'époque, etc. Jusqu'à la génération que nous on appelait la nouvelle génération, les Tortelli, les Vimin. Bon, même si pour nous, elle est dinosaure déjà. Bien sûr, bien entendu, je le comprends. Bon, l'événement a 23 ans aussi, donc voilà. Donc, et puis un jour, le quad est arrivé, donc c'est l'industrie, c'est les exposants, c'est qui m'ont dit ça serait sympa de faire une petite rando en quad. Moi, le quad, je ne connaissais pas du tout. C'était pas vraiment ma tasse de thé. On travaillait avec des quads quand on montait les événements, mais ça s'arrêtait là. Et donc on a fait première année, qui était la première année d'ailleurs la dernière année du Oxbow. Pour la 10e, on a fait rentrer le quad, d'accord. Et puis on a eu péniblement 60 engagés. Donc c'était pas très très positif. Deuxième année, on en a eu 180. Troisième année, 500.
on est passé à 800, on est monté jusqu'à 1180 dans le boom du quad. C'était en 2008-2009, je crois. Et puis après, on a connu le marché du quad qui s'est effondré petit à petit. Les 20 marques chinoises, on est passé à 2. Et puis les leaders, hein, Can-Am, Polaris, Yamaha qui a toujours été là bien sûr depuis le départ. Là on tourne, alors là je viens sur des chiffres réels maintenant, si vous me posez la question. On surfe entre 650 et 700 quads depuis maintenant 3 ans sur l'ensemble des 2 jours. D'accord. En randonnée moto, puisque cette randonnée moto c'est la petite dernière, hein, c'est l'événement le plus jeune sur le Kenny. On a mis en route la randonnée moto il y a 6 ou 7 ans. Et aujourd'hui, on tourne autour de 340, 350 randonneurs. Là, je pense cette année, on a eu le plus gros chiffre. Malgré les Husky Day, les Husky, je ne sais plus comment ils s'appellent, l'événement qui se déroule là, pas très loin de chez nous, là, qui ont choisi la date du Kenny pour organiser aussi leur événement. Donc c'est un peu dommage, parce qu'eux, je pense qu'ils ont eu beaucoup de monde, nous aussi. Bon, on aurait pu faire rouler peut-être des gens sur 2 week-ends. Là, malheureusement, 2 événements sur le même week-end à 150 ou 180 km d'écart, c'est un petit peu dommage. Donc on corrige ça l'année prochaine. Donc voilà, si on fait les comptes, on dépasse les 1600 pilotes. Hein. C'est un petit touquet corésien. Alors bien sûr, on n'a pas de sable, vous l'avez compris. Mais on a du monde. Alors c'est vrai que réunir les 3 familles, c'est l'industrie qui a guidé tout ça. C'est-à-dire du motocross, comme je vous dis, on est passé au quad. Vous avez compris qu'on sépare quand même bien les 2 événements. Mais la réussite de l'événement, c'est ce qu'a voulu l'industrie, c'est de les rassembler à l'intérieur d'un salon. C'est pour ça qu'on trouve dans ce salon de la moto de cross, de la moto d'enduro et puis surtout du quad. Le quad est omniprésent, même cette année. Je trouve que on a été rejoint cette année par Articat, qu'on n'avait pas vraiment eu encore jusqu'à présent. En plus bien sûr de Can-Am, de Polaris, de TGV, Yamaha bien entendu, CF Moto, Goz, voilà, les marques quad principales elles sont là. En cross, vous l'avez bien vu, hein, on a Yamaha, Suzuki, Honda. Honda omniprésent cette année puisqu'ils ont loué le circuit de Régade lundi pour leur convention. Il faut rajouter KTM Husqvarna. Voilà, donc il manque vraiment pas grand chose. Voilà. Ouais, carrément, mais tu parlais aussi du public. Est-ce qu'il y a besoin sur le Kenny Festival de faire venir du public, justement pour les exposants, parce que voilà, ils sont là pour exposer des produits que peut-être des potentiels futurs clients vont acheter. Comment ça se passe? Est-ce que ça pourrait s'autosuffire avec les pilotes et les randonneurs, ou est-ce qu'il faut vraiment faire venir du public sur le Kenny Festival pour rentabiliser l'événement? Oui, parce qu'en fait, c'est bien d'en parler parce que les 7 premières années, le Oxbow MX était gratuit. Ouais. Donc bien sûr qu'il y avait du public, mais personne ne payait. Après, il y a eu les budgets qui ont commencé à se serrer, et puis on a arrêté d'organiser l'événement pendant 2 mois. Ici, pendant 2 mois, c'était sûr qu'on ne le refaisait plus. Quand on a basculé sur les 10 ans, on s'est dit, voilà, c'est terminé, Oxbow arrête. Donc nous, on arrête aussi. Hein. Voilà, une belle aventure. Oxbow voulait aller jusqu'à 10 ans. Oxbow était après vendu à la Fuma. La Fuma était pas vraiment branchée moto. Donc ça n'a pas été du tout leur tasse de thé. Que faisait Oxbow concrètement pour le Oxbow MX? C'était juste faire un chèque et ça s'appelait Oxbow MX Festival ou c'était un chèque automatiquement, oui, bien sûr, autrement, oui. Mais c'est surtout ils ont amené la marque Oxbow, puis ils ont amené des pilotes. Ouais, des pilotes, c'était extraordinaire. Là, d'ailleurs JMB l'avait dit, le premier Oxbow MX, on vient pas avec les camions, on prend notre voiture, notre remorque, la glacière, et tout se passe sous un chapiteau qui ressemblait d'ailleurs à un chapiteau de cirque, qui malheureusement n'est plus homologué, mais on avait un chapiteau de cirque avec des cordages, etc. On a fait passer le film Charles-Antoine, on était tous dans une salle de cinéma le vendredi, le samedi on avait fait un peu de musique, etc. On était bien loin de ces soirées qu'on fait aujourd'hui. L'événement s'est cherché aussi un petit peu, et puis aujourd'hui, bien sûr que la clientèle s'est aussi rajeunie, hein. C'est beaucoup rajeuni, malgré que le quad soit là, la clientèle s'est rajeunie, surtout la clientèle cross. Donc voilà, Oxbow était un vecteur incroyable. Déjà l'événement n'existait pas, ils ont créé cet événement. Ça s'est passé vraiment entre Fabrice Valéry et moi un matin en me disant voilà, il faut qu'on... Ça faisait longtemps qu'on en parlait, d'un jour de se réunir
un jour de se réunir sur un terrain pour arrêter de manger la frite merguez, d'avoir des toilettes nickel. Ça, c'était l'addiction de Fabrice. Vous êtes inspiré d'un modèle, par exemple aux États-Unis, quelque chose comme ça? Oui, ouais. Mountain, bien sûr. Mais bon, après, on est aux États-Unis ici. Hein. Donc, non, Fabrice, ça a été super. Super parce qu'il était dans cette lignée bon, Oxbow, c'était comme l'exemple à l'époque. Hein. C'était vraiment l'exemple. La belle époque. Bien sûr, la belle époque. Ouais, c'est chiant de dire aujourd'hui la belle époque parce que c'est un peu dommage pour la génération qui est là. Puis ça fait un peu ancien combattant. Mais non, on est parti de rien et tout le monde est venu. Bon, Fabrice m'avait dit, écoute, on lance l'événement. Par contre, tu débrouilles comme tu veux, mais il faut que toute l'industrie soit là. Et tout le monde a croqué. Tout le monde a croqué dedans. Bon, Yamaha en premier. Il y a des vieux partenaires ici. Hein. Yamaha est là depuis le début. Dunlop, hein. On voit cet habillage de pont Dunlop qui existe toujours à Riyad, parce que Dunlop est partenaire, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est un des derniers événements que parraine Dunlop aujourd'hui. Dunlop montait des pneus à l'époque ici pour les pilotes, non, c'était sympa. Bon, c'était très familial, etc. Et puis après, la dictée, le slogan, pas la dictée, mais le slogan de JMB, s'est estompé au fur et à mesure du temps et on a vu revenir les camions, etc. Et puis bon, voilà. Mais on est chaud parce que pendant 2 mois, pour moi, j'ai dit, c'est mort. On a fait 10 ans et c'est fini. Donc comme Kenny avait la licence Oxbow, j'allais dire des vêtements motocross, Kenny était déjà impliqué un peu chez Oxbow. Donc moi j'ai sollicité Kenny, je suis allé voir bien sûr le conseil général de l'époque, qui s'appelle le conseil départemental maintenant, de la Corrèze, en disant soit vous me filez un coup de main, ou de toute façon on n'y arrivera pas. Kenny n'avait pas le budget que pouvait avoir Oxbow pour reprendre le flambeau. Donc le département nous a filé un coup de main. Puis très rapidement, cette randonnée quad, elle s'est appelée tout simplement la quad résienne au début. Donc je suis allé voir AMV pour leur proposer l'événement. Ils ont mordu tout de suite. Donc un peu de Kenny, une enveloppe correcte avec Kenny, le département, plus AMV, on est arrivé à relancer l'événement pour 13 ans, parce qu'on est sur la 13e année. Voilà un peu Depuis 13 ans, ce sont vraiment les 3 gros partenaires qui font que cet événement fonctionne. Oui, complètement. Ouais. Et alors justement, est-ce que le plus gros du travail, ça a été au début et maintenant ça roule tout seul? Ou est-ce que vraiment chaque année, vous repartez avec, vous essayez de trouver des nouveaux partenaires ou voilà, est-ce qu'il y a un gros travail qui est fait chaque année ou vraiment le plus gros a été fait, donc maintenant c'est juste de l'entretien, on va dire? Non, il y a un gros travail en amont. Alors le travail en amont, il se fait presque tout seul parce que bien sûr, il y a les pilotes motocross qui s'inscrivent normalement. Bon, aujourd'hui on est à fond sur les réseaux sociaux, donc on entretient tout ça quand même. On ne reste pas les bras croisés. Il y a aussi bien sûr les engagements de la randonnée moto et randonnée quad. Le salon, il y a Beer, Beer omniprésent. Beer est un gros acteur du salon, plus toutes les marques. Et donc on ne cherche pas de partenaire. On cherchera un partenaire réellement si un jour Kenny souhaite stopper ou défier complètement la physionomie, j'allais dire, de l'événement. Ou AMV qui souhaite un jour arrêter, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Bon, le seul problème de l'événement, vous allez vite le comprendre, c'est que ces gens-là, que ce soit Kenny ou AMV, ne signent pas un contrat sur 3 ans ou 4 ans. C'est pour ça que c'est jamais confortable. Moi, je sais même pas si Kenny va renouveler sa participation l'année prochaine. Donc on attend toujours impatiemment la remise des prix motocross. Et puis Pierre Guillemin monte sur le podium, prend le micro et annonce qu'il repart l'année après. Il annonce 1 an à l'avance. Oui. Mais il nous faut ça. Donc nous, on n'a jamais pu investir. C'est pour ça que tout est monté ici. Si vous venez l'année là, vous prenez peur. Franchement, même moi je prends peur tous les ans quand j'arrive à fin mi-juin, fin mai, mi-juin, qu'il y a 1 mètre d'herbe partout. On s'assoit là, et on se dit il faut mettre au couvert et il y a beaucoup de boulot. Il y a du taf. Ah ouais, il y a du taf. Ouais, c'est pas de tout repos. Franchement, c'est pas de tout repos. C'est beaucoup de travail. De manière générale, JLFO, c'est quand même pas que le Kenny Festival. Il y a beaucoup d'organisations, notamment le SX Tour. Toi, à la base, comment tu as monté ça? C'est parti d'où, JLFO? Ah, JLFO, moi je suis pilote de Supercross, hein. Donc
on a rapidement créé. Moi, je voulais créer un championnat de France. Donc là, je roulais encore à l'époque. Les pilotes de l'époque étaient bien sûr Jean-Michel Bayle, hein, on roulait ensemble. Bercy venait d'arriver en 84, l'année de mon titre de champion de France de motocross. Il y a eu 2 Bercy en 84. Moi, ça a été comme la Sainte Vierge. Hein. J'ai eu une illumination ce jour-là. Et j'ai dit, mais il nous faut un championnat. Donc, je suis allé voir la Fédé. Et le 28 mai 87, le jour de mon anniversaire, comme par hasard, je crée le championnat de France de Supercross, non pas dans un stadium, mais dans le plus petit village de France qu'on connaît bien, puisqu'on n'arrête pas d'en parler depuis maintenant un bon bout de temps, Régade. C'est encore ici qu'est né le championnat de France de Supercross. Et 2 ans après, on se retrouvait quand même au milieu du Parc des Princes. Donc ça veut dire qu'on avait pas mal bossé. Mais toi, tu faisais du beau Supercross, du vrai Supercross, parce qu'on a discuté avec Francis Magnanou il y a quelques semaines. Il nous disait qu'à l'époque, voilà, quand les gens, les organisateurs ont vu que Bercy. Avec qui il n'est pas très connu dans le milieu. Ah, mais bon, notre bon Francis. Vous avez fait quelque chose avec Francis, c'est bien. C'est bien, vous ne l'avez pas oublié. On s'est régalé un peu. Je vous invite à le regarder en différé. Je ne manquerai pas, j'ai un peu de temps. On m'a dit que c'était long, hein, si je vais comprendre. Il parle moi, je peux être long, moi aussi, je parle beaucoup. Je ne veux pas donner de leçons. Mais non, ouais, du coup, il nous disait qu'il y avait beaucoup de Supercross qui étaient mal organisés. Ils ont failli tuer la poule aux œufs d'or. C'est précisément les mots qu'il a employés. Toi, quand tu as organisé le championnat de France de Supercross, je ne pense pas qu'il parlait de toi quand il a dit ça. Après, tu le connais. J'ai parti de l'équipe, Francis, donc c'est pas possible. Oui, voilà. Ou alors, il a été mauvais. Donc voilà, est-ce que toi, comment tu faisais pour faire du Supercross de qualité, attirer du public, des pilotes? Mais on n'a pas eu beaucoup de public, hein. Faut pas rêver. Hein. C'était compliqué. Au début, il n'y avait pas de public. Ça a été très compliqué. On avait un plateau extraordinaire. Hein. On parlait de JMB, on avait les meilleurs. Les Grands Prix n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Non, on a toujours eu les meilleurs pilotes. C'était un passage obligatoire pour tous les pilotes. Nous, on a tout de suite essayé d'aller investir, alors non pas les stades, même si maintenant on a eu Agen, on a eu Clermont, mais non, les stades, ça paraissait complètement impossible, avec toujours ce risque météo. On en revient toujours là. Alors, très rapidement, pour avoir tous les pilotes, on s'est dit de toute façon, il fallait attendre que la saison se termine, donc c'était après septembre. Donc, octobre, novembre, décembre en France, c'est pas la Californie, donc il a fallu mettre à l'abri rapidement. Donc, Bercy avait montré l'exemple, puisqu'on était bien sûr en indoor. Donc, on a investi pas mal de villes en France. Hein. Il y a eu du Orléans, il y a eu du Tours, il y a eu du Marseille, il y en a eu un paquet. Il y en a eu un paquet. Mais là, bien sûr, on était dans des halls de gare, hein. Les parcs expo. On a investi les parcs expo. Il a fallu séduire les gestionnaires de ces parcs expo ou les municipalités, pour leur dire, ben voilà, on va rentrer 300 camions de terre dans le parc expo, on va monter 4000 places de tribune. Oui, c'est pas de la moquette pour le salon, de la salle de réunion. Non, ça a été très compliqué. Alors bon, on a tourné avec des gros partenaires. Beaucoup on a pu traverser cette époque, et c'est grâce aux partenaires qu'on n'a plus aujourd'hui. On a eu Philips, on a eu Oxbow, Yamaha était bien présent aussi. On avait un pack de partenaires qui nous a suivis pendant pas mal d'années. On parlait de Dunlop tout à l'heure. Dunlop était aussi partenaire du championnat de France de Supercross. Mais bon, c'est Philips, hein, surtout. Philips était partenaire du Supercross de Paris-Bercy. Ils ont voulu continuer, aller dans une continuité de Supercross de Paris-Bercy en voulant être présents sur d'autres villes en France, parce qu'ils étaient complètement séduits par le résultat de Bercy. Bon, ils savaient de toute façon qu'on n'aurait pas d'autres salles de ce type-là ailleurs, mais en tout cas, c'est les éditions La Rivière qui sont venues voir un jour en disant voilà, on a un partenaire qui aimerait continuer à communiquer tout l'hiver sur du Supercross. Donc on a embarqué Bercy pendant 3 ans. On a embarqué Philips Chef Tracer. Voilà. Donc alors ça, automatiquement, ça a encouragé d'autres partenaires. On dit toujours l'argent attire l'argent. C'était vraiment le cas. On était dans le grand monde du sponsoring. J'allais presque oublier Chesterfield, les cigarettiers. Donc quand vous avez Philips Chesterfield, Oxbow, Dunlop, Yamaha, à la limite on était, il n'y avait pas de souci, mais on faisait des vendredis à 1000, 1500 entrées, des samedis qui brillaient un peu plus, qui atteignaient péniblement 4000 entrées. Donc c'était un petit championnat qui tournait bien, mais bon, on ne s'est jamais vraiment enrichi avec ça. Donc à travers ces époques, sans perdre d'argent, mais bien sûr qu'il y avait des supercross qui se faisaient l'été, qui permettaient de drainer des nouveaux talents.
il y avait, je crois, pratiquement 35 à 40 Supercross d'été. C'était énorme. C'était énorme. On s'est retrouvé des fois sur un seul week-end à avoir 4 Supercross en même temps. Mais on avait les pilotes pour remplir les plateaux. Je me rappelle avoir fait un peu comme dans le classement ATP, on avait fait une liste de notoriété de 1 à 200. Et quand vous avez un numéro 195 qui se bagarrait avec un numéro 8, le public comprenait tout de suite que c'était un petit jeune qui débarquait avec un gros numéro et qui se battait avec un tout bon, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on avait mis en place. Bon, maintenant, bien sûr, chacun son numéro à l'année. Donc voilà. Puis après, on a eu l'expérience magique où JMB, un jour, a pris un papier et un crayon et m'a écrit un mot extraordinaire en me disant, voilà, Jean-Luc, grâce à toi, grâce à ton championnat, je pars aux États-Unis battre les Américains. Et puis 3 ans après, il revient avec les 3 couronnes. Bon, on parlait de la belle époque par rapport aux partenaires, on parlait de la belle époque avec l'Oxbow MX. Ça fait partie des belles époques aussi. Avoir 2 Maria et Vial à Bercy qui passaient à une d'arrivée ensemble avec Magrat qui roulait avec la Honda Peak juste dans la roue. Ben, il s'est passé des moments. Bollé qui part à Barcelone, qui gagne le Supercross de Barcelone avec tout les ricains derrière. Ben, il y a eu des moments quand même. Donc on s'est dit que tout le travail qu'on avait fait. C'est bien. Ouais, voilà, on avait un résultat. Enfin, je me suis retrouvé presque gestionnaire d'un énorme team avec des résultats, des hauts et des bas, mais on avait toujours ce grand rendez-vous qu'on attendait tous, c'était le Supercross de Paris-Bercy. Donc on a fait le French Assist Training aussi. On avait investi la salle de Villebon pour faire entraîner tous les pilotes français pendant 1 semaine. On avait Canal+ qui venait, comme Villebon était dans la banlieue parisienne. Canal+ est venu pratiquement chaque soir faire un reportage. Et on a vécu Evers avait demandé s'il pouvait venir s'entraîner parce qu'il était inscrit à Bercy et eux ils n'avaient pas l'occasion de faire beaucoup de supercross. Donc on avait fait un camp d'entraînement à Villebon et on changeait la piste tous les jours. Et tous les Français étaient là, il n'en manquait pas un. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, ça fait bizarre aujourd'hui. Hein. Et comment c'était rentabilisé, par exemple, le centre d'entraînement comme ça? Est-ce que les pilotes payaient pour rouler? Est-ce que c'était leur team qui... Non, on avait loué la salle. Il y avait le Supercross de Villebon qui était en finalité. D'accord. Et on avait demandé à Villebon si on ne pouvait pas, moyennant, on avait bien dû négocier les choses, puisque on avait investi les lieux beaucoup plus tôt. Et puis bon, c'était une salle qui était un peu nouvelle, donc voilà. Ouais, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, des épreuves que tu organises en Supercross, par exemple? Est-ce que tu penses que, on va dire, comme les anciens, que c'était mieux avant? Ou est-ce que non, c'est différent, mais ça c'est mieux parce que c'est mieux, mais c'est moins bien. C'est mieux parce qu'il y a du public. On parlait des chiffres dont je vous parlais, on avait des plateaux de folie. Il y avait 1500 personnes. Ouais, le Supercross de Bordeaux, Bordeaux-Lac, on faisait des petites soirées. Oui. Bon, le samedi, on se rattrapait toujours. Donc, on avait la barre des 6000. Il fallait passer la barre des 6000. On ne l'a pas toujours passé sur les 2 soirs. On rappelle très bien. Notre code d'amortissement était à 6000. On rappelle très bien. On était toujours en co-organisation. J'ai co-organisé le championnat sur 45 épreuves pendant 9 années pratiquement. J'avais comme associé, coproducteur, par exemple, quand on allait en Bretagne, à Rennes, Yannick Carvela. Moi, j'ai travaillé avec Yannick, on s'est battu pour le titre de champion de France, puis on s'est retrouvés plus tard dans notre conversion à travailler ensemble à Rennes, par exemple, avec Yannick. On a maintenant, pour revenir à votre question, maintenant, regardez, Supercross de Clermont, toute première année, carton plein, 10 000 entrées, le stadium était pratiquement, on va dire, plein. Pas exagérer, il restait peut-être 300 places, hein, c'est tout. On a fait Agen avant. L'année d'avant, Agen a fait full. Vous allez à la Tremblade, on est habitué, on connaît bien le chiffre de la Tremblade. Hein, on frôlait encore les 10 000 entrées. Briennon, qui a pris une couleur championnat cette année, a fini par faire exploser les compteurs. Je crois qu'ils ont dû faire autour de 9 000. Donc en 3 épreuves, d'été, sur donc 3 soirées, on parle que de 3 soirées, puisque l'été se dispute, le championnat c'est plutôt sur une seule soirée, contrairement à l'indoor, on dépasse les 30 000. Donc, mais par contre, ce qui est beaucoup moins motivant, on a la récompense des spectateurs, on a malheureusement un plateau pilote qui est, alors, je ne décris pas les pilotes qui le font, mais voilà, on aimerait avoir les tops du mondial.
Oui, du mondial, les Français, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les pilotes étrangers spécialement. Et puis surtout les jeunes. Ce qui est très difficile pour nous, c'est les jeunes. Bon, on revient toujours sur le cas de Zach Pichon, c'est le plus connu, en fait. Voilà, et puis surtout Michael, qui a toujours été pro Supercross, qui ne parlait que de ça du matin au soir, qui finalement, il s'est plié aux exigences de la vie, des teams, des grands prix. Voilà. La MXGP. Ouais, c'est ça. C'est tout. Dicté par le MXGP. Et MXGP, et puis les marques, je pense, dépensent tellement d'argent à MXGP qu'il n'est même pas question, ils n'ont même pas envie d'entendre parler d'une deuxième saison qui arriverait en fin de parcours. Tu penses qu'ils pourraient avoir un retour quand même là-dessus, sur le Supercross, les marques, ou pour eux, le MXGP, c'est encore une fois la poule aux d'or, c'est là qu'ils font leur blé. Ouais, enfin bon, tout le monde trime. Hein. Tout le monde trime. Je pense que vous ferez bien un petit post avec Mickaël, il va vous expliquer la musique. Mickaël Pichon, il va vous expliquer ce que ça coûte, la musique. Et puis en plus, je crois qu'il y a 20 Grands Prix, ils s'en vont je sais pas où l'année prochaine. Ouais, c'est encore pire que cette année. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, et on voit quand même, on n'est pas stupide, hein. On voit bien ce qui se passe. Hein. Dans certains pays, il y a des grilles, je crois que c'était en Turquie où c'était 15 heures la grille. Hein. Exactement. Même la catégorie presse au Kenny Festival, on était plus nombreux. Peut-être bien. Et pour en revenir donc tu disais le public, pas de soucis, au Six Tours ça marche très bien. Au niveau des pilotes, j'ai envie de dire que quand même, on a, c'est peut-être pas grâce au Six Tours, je sais pas à cause de quoi, grâce à quoi c'est, mais on a des bons pilotes comme Marvin Musquin qui sont, allez, on va dire, qui ont quasiment le talent de JMB. On a eu Pourcel qui avait quand même eu un titre aux US, même si c'est pas en 450. Oui. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que, parce qu'ils sont quand même passés un minimum par la case Six Tours, ils ont quand même été bons en Supercross. Est-ce qu'on est sur le bon chemin pour former des bons pilotes français en Supercross? Oui, complètement. À condition que mais Musquin, Pourcel, quand ils avaient 14-15 ans, ils avaient déjà le rêve américain dans la tête, plus que le rêve Grand Prix. Ils savaient qu'il fallait quand même faire leurs preuves, et ils ont fait leurs preuves en matière de résultats en Grand Prix. Mais au fond d'eux, je dis bien au fond d'eux, l'aboutissement de leur carrière, c'était les États-Unis. Alors que c'est pas vraiment le discours des pilotes actuellement. C'est tout, il ne faut pas chercher ailleurs. Parce que quand vous avez au fond de vous le rêve américain d'aller briller dans les grands supercross, quand vous allez dans un pays comme la France, vous avez la chance, même si ça ne ressemble pas complètement à ce qui se passe aux États-Unis, mais bon, ça reste quand même du supercross. Hein. Y a un bel outil de travail. Ouais, ça permet de progresser, c'est sûr. Il y a un magnifique outil de travail. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir non plus que les événements qu'on organise. Il faut aussi savoir que les pilotes après, ont besoin d'un circuit d'entraînement spécifique. Moi, j'en ai tracé des circuits pour les pilotes de l'époque. Cédric Lucas, il en trace un paquet. Donc voilà, et les circuits évoluent. Donc voilà, et puis il y a, c'est tout. Dans la vie, on a tous besoin d'un objectif. Alors souvent, il est dévié. Bon, Musquin, il a été faire un tour dans les Grands Prix, puis il est vite revenu dès qu'il a pu. Ouais, après, il a fallu qu'il soit champion du monde. J'ai l'impression que pour ça, c'est pareil. Il a fallu avoir été champion du monde pour pouvoir passer là-bas. Tim Geiser est en train de le faire aussi. Il avait annoncé qu'il partirait aux États-Unis cette année. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme il le voulait. Il n'a pas été champion du monde une nouvelle fois. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils disent bon, on va laisser se calmer. Il faut peut-être qu'il ait encore un titre et on va l'accueillir. Ouais. Et puis bon, l'Europe n'a pas envie aujourd'hui de voir débarquer du Supercross parce que c'est bon, ça coûte déjà assez cher comme ça. Déjà, je pense que c'est la première question, la première réponse. Les saisons sont longues et courtes à la fois. Une blessure peut carrément entacher la carrière d'un pilote. Alors, bien sûr, on se réfugie là-dessus. On ne fait pas de Supercross, on n'a pas envie que son pilote se blesse. Bien sûr, c'est plus simple. C'est plus simple de le dire comme ça. Mais l'hiver, ils font quoi? Les Grands Prix se terminent en septembre. Il faut m'expliquer ce qu'ils vont jusqu'au mois de février. Justement, qu'est-ce qu'ils font? On voit pas mal de pilotes français qui participent au Six Tours ou pas, qui partent en Allemagne. Alors on en a eu sur le live qui nous a dit ça. Apparemment, c'est question de moyens. Mais justement, moi j'ai pas d'idée de ce qu'ils gagnent en Six Tours, assez peu d'idées de ce qu'ils gagnent là-bas. Est-ce que tu penses que c'est lié? Les primes des pilotes sont liés, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais quand vous roulez dans les 10-12 ouais, Six Tours et que l'Allemagne n'a pas les moyens de toute façon de se payer les top pilotes français, voire américains, un 10-12 français, ça leur va. Donc le 10-12 français, il est bien récompensé, il repart avec 500 € de plus ou 1000 € de plus que ce qu'il a au Six Tours, il va les yeux fermés, et souvent on lui prête une moto
Donc c'est le Club Med. D'accord. Mais là, l'Allemagne, on n'a jamais vu des top pilotes français partir en Allemagne. En Angleterre, c'est une affaire qui se passe entre amis, et félicitations à eux, félicitations à Ramet, à Soubeyras, à Isouard, qui occupent la scène, en 450, qui font leur petite carrière en supercross, quand ils vont aux États-Unis, ça se passe pas si mal. Moi je suis complètement stupéfait de la dernière perf de Tellier. Tellier est parti, alors c'était pas du supercross, mais je sais pas ce qu'il a fait là-bas. Alors il a roulé dans la boue, certes. Oui. Ouais, mais c'était assez exceptionnel parce qu'on peut lui trouver des excuses. Il est parti là-bas avec une moto d'origine, il a roulé dans la boue, il a une préparation, il roule un supercross actuellement. Donc c'est quand même pas simple, ouais, c'est assez honorable, je pense, la performance. Bon, là, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que là, il a roulé en motocross, pas en supercross. Mais si on prend Ramet, il a fait des piges en 2,5, ça le faisait aussi, hein, malgré qu'il ait un âge plus raisonnable, peut-être ceux qui roulent en 2,5 aux États-Unis, qui sont un peu plus fous, hein, parce que 2,5 c'est comme chaud. Voilà, alors après 4,50, c'est la Formule 1. Je veux dire, quand vous rentrez avec le plateau qu'il y a aux États-Unis, même s'il y a un peu de bobo cette année, après, il faut une condition physique irréprochable. C'est ce qu'a acquis Musquin depuis 2 ans, la condition physique, parce qu'il est quand même pas, c'est pas un monsieur musclore, donc il a trouvé sur sa route quelqu'un qui s'est bien occupé de lui, et puis bon, il a un talent, Marvin avait un talent déjà, c'est un chat, il a un pilotage qui est croisé entre un JMB et un Vimin, il y a un mélange de tout ça, ce qui fait qu'il se fatigue beaucoup moins que les autres, ça c'est clair, on voit quand il roule. Donc voilà, donc aujourd'hui, alors Ferrandis, c'est presque l'exception qui confirme la règle. On n'a pas vu beaucoup Ferrandis en supercross, mais bon, il a quand même choisi un jour de tirer un trait sur les Grands Prix, de partir là-bas, c'est tout à son honneur. Bon, peut-être que s'il avait fait un peu plus de supercross en France, ça lui aurait aidé un petit peu pour sa carrière aux US. En tout cas, ça l'aurait pas gêné. Ça peut pas faire de mal. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je vous dis, c'est la roue tourne, c'est comme ça, c'est un problème d'objectif. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, parce que nous c'est les jeunes qui nous intéressent, on a l'outil pour ça, on a les 125, là cette année Cédric est rentré plus précisément donc salarié chez GLFO, on a hérité de son projet qui était l'académie. Petite rencontre avec Sébastien Tortelli qui a fait qu'ils ont été toujours pareil, un partenaire titre, monter une série, et voilà. Voilà, la même musique, ça a marché pour les jeunes. Bon, alors, mais il n'y a pas beaucoup de monde, je reconnais, 80 et 125, ils sont entre 15 et 20, pas plus, mais on tient la barre, C'était une première, ça a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux aussi, maintenant ça marche pas mal. Il faut espérer qu'à l'avenir ça continue. De toute façon, on ne peut pas faire une carrière uniquement en faisant les 6 tours. Donc, si le pilote n'a pas une vue pour les États-Unis, il est obligé quand même de trouver des motos, des intimes. Et qu'est-ce qu'il va trouver en Europe? Des teams qui sont branchés motocross. C'est tout. Voilà, le conseil est là. Il n'y a rien de grave, mais c'est plus comme avant. Mais la récompense, je le répète parce que c'est très important, autrement on ne serait plus là. C'est le public répond présent. Sans avoir, tout à l'heure on parlait de quoi? On parlait de Phillips, on parlait de Chesterfield, d'Oxbow. On n'a pas l'équivalent non plus. On a le public, on n'a pas les partenaires. Bon, on a Beer, qui est un partenaire titre, qui est omniprésent sur le Six Tour, mais ça s'arrête là. On n'est pas sur les enveloppes sponsoring. Je peux même vous faire entrer la confidence, on travaille avec 8 fois moins de budget que dans les grosses années. Je prends le budget des années des glorieuses, comme vous disiez tout à l'heure, pour parler des gros partenaires que je viens de citer. Avec ce maintenant, on est à un budget qui est presque 10 fois moins. On parlait avant c'était le 2 temps, maintenant c'est le 4 temps. Comment tu as adapté les pistes? Toi qui as fait beaucoup de pistes de supercross, de motocross aussi, c'était compliqué? Je suis content que. Bon, motocross, c'est pas trop gênant. Supercross, je suis content que Cédric est arrivé. Et moi, je suis moins motivé. Les pistes, moi, tracer une piste pour JMB, c'est un grand plaisir. Les petits intérieurs, maintenant un 450, il verrait rarement un 450 en supercross, aller faire un petit intérieur. Ça va toujours grand. Nous, on pouvait jouer avec intérieur sur 2 lignes ensuite.
On avait des doubles traces. Voilà, les doubles traces, c'est beaucoup plus. Donc c'est vachement plus intéressant. Enfin, pour moi, c'est plus intéressant. On travaillait avec les pilotes nous faisaient évoluer. Ils étaient demandeurs. Je me rappelle encore de Vimaer Okada qui nous disait tout le temps de faire plus dur. Là, dès qu'on fait un petit peu plus dur, on sent bien que les pilotes nous demandent de calmer le jeu. Donc, alors, à juste titre, hein, une 450 se manie pas quand même comme un 2,5, hein, ça c'est clair. Mais bon, alors bon, je ne vais pas faire le nostalgique, mais bon, les pistes Supercross se ressemblent toutes beaucoup et elles se ressemblent toutes beaucoup. Disons que les ingrédients sont toujours les mêmes. Et c'est effectivement. Non, c'est différent. Le 450 et 4 temps et 250 de temps. Puis le 125 en Supercross, c'était extraordinaire. Vous aviez des bons pilotes, c'était extraordinaire. Voir rouler 125 en Supercross, c'était quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il y avait plus de bagarres qu'un 2,5. D'ailleurs, à l'académie, il paraît qu'il y a eu des très belles courses. Bon, Cédric, c'est toujours un compte rendu rentrant. Il rentrait souvent avec la banane en disant on a des courses super, c'était vraiment génial. Et puis, pour revenir à l'académie, le Grand Paris, moi je dis à Cédric, tu débrouilles comme tu veux, mais on n'envoie pas des pilotes au casse-pipe. Hein. Donc, si on fait le bilan de l'académie, il est excellent. Excellent. Comment il procède pour faire une piste innovante, pas dangereuse? Il faudra lui demander. Oh, ça sert à rien aujourd'hui de vouloir. Il faut toujours tracer la piste en pensant à l'erreur. Alors, c'est pas toujours simple. Mais il faut penser à l'erreur. On ne pourra pas tout régler, mais c'est pas la peine d'aller chercher d'aller chercher la petite bête. Quoi. Je veux dire, Cédric, il n'aura pas la médaille ne sera pas plus grosse s'il a fait un truc. Non, il vaut mieux rester en dedans, aller au bout, séduire des pilotes, parce que souvent il y a aussi l'idée en Supercross c'est dangereux, machin, etc. Bon, on en est encore là, hein. Il y a encore beaucoup de parents, parce que c'est pas toujours les pilotes qui décident, vous le savez bien aussi. Donc voilà, là au moins on a embarqué une bonne 30-35 pilotes sur 5 épreuves, et on peut dire que bon, il y a peut-être eu un ou deux bobos, mais c'était tout à fait correct. Petite parenthèse, après on va laisser Jean-Luc parce qu'il a encore beaucoup de boulot. Mais petite parenthèse, Blaise revient tout juste de La Réunion, de l'île de La Réunion, parce qu'il a de la famille là-bas, il a passé d'excellentes vacances, il a pu rouler là-bas. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller? Je pense que oui, parce que Francis a lâché le morceau quand il a dit que tu connaissais bien l'île de La Réunion. Oui, parce que bon, j'ai craqué sur l'île. Tout de suite, mon côté organisateur s'est révélé et j'y suis retourné. J'y suis retourné pendant 10 ans après pour organiser le Supercross de Saint-Denis en emmenant pratiquement, c'était un peu la récompense de fin de saison. On terminait la dernière Supercross là, 15 jours avant Noël et puis je sélectionnais des pilotes, comme l'avait fait Francis effectivement en 84, parce que moi en 84 c'était l'année de mon titre. Donc Francis était représentant chez Motocross Marketing et dans les allées du salon il a croisé les Réunionnais qui voulaient faire comme à Bercy. Parce que je vous ai bien dit tout à l'heure que le Supercross de Bercy était né en 84. Donc, moi je roulais Motocross Marketing. Francis était commercial représentant. Il a dit, moi je peux amener les deux champions de France. Enfin, le champion de France, en l'occurrence moi, et Yves Gervais, qui était vice-champion. Donc on est partis tous les trois. Et eux, ils voulaient 3 pilotes, mais avec le savoir-faire de Francis était suffisamment talentueux pour dire que le 3e bon pilote pouvait être lui. C'était un très bon pilote de ligue. Bon, malheureusement, ça c'est pour l'anecdote parce qu'on en rigole encore. Bon, une fois sur le terrain, ça s'est pas passé comme prévu. Vraiment. Et c'est pour ça que Francis, pour amortir au moins les frais encourus par les organisateurs de la Réunion, voyant qu'il ne se qualifierait pas en finale, ce jour-là, il a pris le micro. Voilà, il a pris le micro et moi j'ai vu arriver des camions de terre dans ce stadium. Personne ne savait comment trop les disposer. Moi, j'avais jamais vraiment fait de piste. Et puis j'ai commencé à faire des pistes dans ce stadium. Nous on en rêvait, on est compte en 84 faire un supercross dans un stade, on l'avait même pas en France. Donc voilà. Alors Yves Gervais, pourquoi il a rien fait Yves Gervais? Parce que on est arrivé, on a fait un stage là-bas et au bout d'1 heure il s'est cassé la clavicule. Donc il a fait son séjour, le bras dans l'écharpe. Voilà un petit peu Alors c'est vrai qu'après on a tiré des plans sur la comète avec Francis, quand on a pris l'avion du retour, ça y est c'était parti, on avait monté des holdings, des machins, c'est parti un peu dans tous les sens, mais bon, quand on est atterri à Orly, on s'est retrouvé à enlever le givre là sur le pare-brise, on s'est dit là c'est plus la même musique,
Donc, beaucoup moins de motivation. voilà, on a dit maintenant la marche va être longue. La marche va être longue et voilà, on est revenu les pieds sur terre et bien sûr, il a fallu avancer là-dessus, mais voilà. Donc la réunion, oui, c'est d'autant plus, j'ai passé d'excellents moments et peut-être le pire de ma vie parce que j'ai perdu mon meilleur copain qui s'est noyé là-bas, qui n'était pas de Boulan, qui était mon pote. Voilà, le lendemain de Noël, voilà. Donc l'histoire, la belle histoire de 10 ans s'est terminée par un mauvais plan, un très mauvais plan. Voilà. Bon, merci Jean-Luc, on t'a Merci pris de nous avoir accordé du temps. beaucoup de temps. Merci beaucoup, c'était un presque live. Interview très intéressante, beaucoup d'anecdotes J'ai intéressantes. encore beaucoup parlé, je suis désolé. Ah non, mais super, on s'est régalé. Et j'espère que vous allez apprécier autant que nous, même si ce n'était pas en live, on n'a pas pu répondre à vos questions comme d'habitude. Mais voilà, je vous invite à re-regarder même cette interview, puisque vous l'avez déjà regardé au moment où je dis ça. Allez, salut à tous! Salut, merci.